Les vieilles chansons qui tournent en rond. Les vieilles chansons qui tournent en rond. Ah, ces vieilles chansons qui tournent en rond, vous aurez certainement reconnu l'indicatif musical, ou en fait l'introduction musicale de l'émission de chansons et de réflexion, qui, évidemment, est une émission quinzomadaire revenant sur les ondes de la plus belle et de la plus grande radio communautaire et musicale en Estrie. Et j'ai bien évidemment nommé CFLX qui sévit sur la bande FM 95.5. Vous pouvez aussi nous écouter soit en direct à travers notre site internet au www.cflx.qc.ca ou encore au moment et à l'endroit voulu grâce à cette magnifique technologie que sont les podcast. Alors, chers auditeurs et auditrices, vous aurez peut-être ou pas, c'est pas très grave, reconnu la voix doucereuse de votre animateur préféré, évidemment, votre animateur du mercredi aux 2 semaines, hein, parce que bon, je veux pas nécessairement m'imposer comme votre animateur préféré tout le long de l'année ou de la journée. C'est Étienne Alexis, directeur général de la Société nationale de l'Estrie et de Droit collectif Québec, 2 organismes à but non lucratif qui produisent pour vous l'émission de chansons et de réflexion. Alors que, bien sûr, la très grande majorité des gens qui connaissent la Société savent que il est de notre mission que de faire rayonner la culture, l'histoire nationale du Québec, de faire rayonner évidemment la langue belle, mais aussi, et on le fait en collaboration avec Droit collectif Québec, nous on tripe sur l'idée de créer des espaces, des forums d'échange où les citoyens, les citoyennes du pays peuvent échanger à propos des enjeux auxquels fait face leur communauté, leur région, voire le Québec, et de manière non partisane, hein, parce qu'on les aime beaucoup, là, les partis politiques, mais bon, ils ont plein de qualités et donc plein de défauts, et l'idée de pouvoir débattre entre citoyens à propos des enjeux sociopolitiques qui nous touchent, et tout ça de manière non partisane fait pour nous partie de notre mission, de même que celle de Droit collectif Québec, dont la principale occupation est de causer des mal de tête au gouvernement fédéral. Mais non, on est plutôt à défendre les droits collectifs des Québécoises et des Québécois, ce qui, une fois de temps en temps, revient au même. Alors, dans le fond, aujourd'hui, en ce magnifique mercredi, qui enfin voit Galarno se pointer le bout du nez? Et là, j'entends évidemment, je parle de notre soleil, de notre étoile préférée, alors que dans les derniers jours, là, on n'a pas été très gâtés, voire même plutôt desservis. Hein. Samedi, encore une fois, on a droit à de grandes précipitations qui ont arraché plein de bouts de roue de rue là, à Sherbrooke, et donc qui occupent nécessairement ces chers employés qui sont à notre service. Aujourd'hui, en fait, on va vous parler d'un événement qui est passé. Hein. On essaie toujours de vous parler en avance des événements qui viennent. Cette fois, on va plutôt y aller à rebours, alors que lundi dernier, en fait, il y a 2 jours, se tenait la Journée nationale des Patriotes, un événement commémoratif qui est, mon Dieu, très populaire en Estrie. Hein. Ça se déroule sur au moins 2 jours et ça commence avec le traditionnel déjeuner organisé par le comité estrien de la Journée nationale des Patriotes qui comité est à l'origine, et ça c'est mal connu dans l'histoire, hein, mais c'est en Estrie qu'a été initiée la fameuse pétition qui a recueilli plus de 1 million de signataires partout évidemment au Québec et qui au début des années 2000 a convaincu le gouvernement du Québec, alors dirigé par le premier ministre Bernard Landry, de créer la Journée nationale des Patriotes. Alors, ça fait désormais plus de 20 ans qu'on célèbre non plus le jour de la naissance de Victoria, puis encore, ça a l'air que c'est pas clair. Là, on n'est pas sûr de son jour de naissance, ou encore celui d'un héros qu'on aime bien, un héros de notre histoire de l'art des Ormeaux, mais que lui aussi, là, il y avait certaines interrogations, là. Alors, bref, on a réglé la question avec des patriotes qui, évidemment,
ont marqué tant l'histoire du Québec que du Canada, voire même que celle de l'Australie. Alors que dans le cadre de la Journée nationale, la Société nationale a diffusé le documentaire La baie des exilés, produit par D.K. Richard, et au cours duquel, finalement, lors de la projection, on a appris que beaucoup d'Australiens, finalement, considèrent que les patriotes du Québec ont compté parmi celles et ceux qui ont forcé la Grande-Bretagne, oui, à donner un gouvernement responsable ici même au Québec, au Canada, mais aussi en Australie. Autrement dit, imaginez-vous, nos patriotes sont aussi considérés comme des patriotes australiens, alors que 58 d'entre eux ont vécu en exil sur l'île australe, là, qui auparavant était aussi éloignée de nous que ne l'est la planète Mars aujourd'hui. Alors, on va discuter de cette Journée nationale des patriotes en compagnie de M. Vincent Vallée, auteur du livre La différence québécoise, édité par l'Institut de recherche sur le Québec, et un essai qui a été lancé en passant. Droit collectif Québec et la Fondation Maurice Séguin ont aussi contribué à ce magnifique projet qui en est un d'abord avant tout scientifique, mais qui, à mes yeux, va avoir une certaine portée socio-politique, là, surtout considérant la grande capacité des Québécois à s'auto-dénigrer. On va en parler un peu plus loin. Maintenant, avant d'entamer cette intéressante entrevue avec notre invité, on va évidemment aller avec une première pause musicale. Et on tentait là, de trouver des chansons, identifiées ou liées à ce qu'on appelle l'identité québécoise, voire même la différence québécoise. Et une de celles qui nous est rapidement apparue comme incontournable, c'est la chanson de Gilles Vigneault, tirée de l'album Les Retrouvailles de 2010, et j'ai nommé Les gens de mon pays. Les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre. Ils parlent pour parler, il faut les écouter. C'est parfois vérité et c'est parfois mensonge. Mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit, comme il faudra de temps pour saisir le bonheur. Rachel Ribert-Delach, Azin-Gazelle de toute, se voyous à faire foutre, pour quelle misère se saute. Parlant de mon pays, je vous entends parler, les gens les dansent aux pieds, les musiques aux oreilles. Et du loin au plus loin de ce neigeux désert, où vous vous entêtez à jeter vos villages, je vous répéterai vos parlers et vos dires, vos propos et parlures, jusqu'à perdre mon nom. Vos voix tant écoutées, pour qu'il ne reste plus de moi-même qu'un peu de votre écho sonore. Je vous entends jaser sur le perron des portes, et de chaque côté, des cléons, des clôtures. Je vous entends chanter dans ma demi-saison, votre trop court été et mon hiver si long. Je vous entends rêver dans les soirs de doux temps. Il est question de vent, de vente et de gréement, de la bourse à finir, d'espoirs et de récoltes, d'amour et du voisin qui veut marier sa fille. Voix noire, voix durcie, d'écorce et de cordage, voix des pays plein champ et voix des amoureux. Douce voix attendrie, des amours de village, voix des beaux airs anciens dont on s'ennuie en ville. Piaillerie d'école et palabres parage, magasin général et restaurants du coin. Les ponts, les quais, les gares, tous vos cris maritimes atteignent ma fenêtre et m'arrachent l'oreille. Chinois, t'es maintenant. Chinois, t'es maintenant. Nous t'aouis ou t'es moun. Tu tues, chez moi. Vous me faites voyage, mal et mélancolie. Vous me faites plaisir et sagesse et folie. Il n'est coin de la terre où je ne vous entende. Il n'est coin de ma vie à l'abri de vos bruits. Il n'est chanson de moi qui ne soit toute faite avec vos mots, vos pas, avec votre musique.
Je vous entends rêver, douce comme rivière. Je vous entends claquer comme voile du large. Je vous entends gronder comme chute en montagne. Je vous entends rouler comme un baril de poudre. Je vous entends monter comme un grain de 4 heures. Je vous entends cogner comme mer en falaise. Je vous entends passer comme glace en débâcle. Je vous entends demain parler de liberté. Je vous entends parler de liberté, chers gens de parlure et de paroles qui parlent pour s'entendre. Non, mais quelle belle chanson de notre poète national et historique, bien évidemment. J'ai nommé Gilles Vigneault. Merci Gilles pour votre travail extraordinaire. On a été privilégiés. On est privilégiés de vous compter parmi nous. Je le disais en début d'émission, on a le bonheur de recevoir un jeune auteur que j'ai le goût de qualifier de prolifique, non pas de par le nombre de livres qu'il a fait publier jusqu'à date, là, il est début vingtaine, mais surtout de par, disons, son hyperactivité. Vincent Vallée est consultant en politique publique et vice-président du conseil d'administration de recherche de l'Institut de recherche sur le Québec, qui, en passant, a été fondé en 2002 et qui consacre ses travaux à l'étude de la question nationale et québécoise et plus largement l'analyse des intérêts du Québec et de l'identité qui se manifeste à travers eux. Je reviens à Vincent. Il est titulaire d'un baccalauréat en psychologie et d'une maîtrise en sciences politiques. Il a été porte-parole national dans le milieu communautaire avant de développer le DESS en droits et politiques appliqués de l'État à l'Université de Sherbrooke. On peut régulièrement le lire environ 3 fois et demi par semaine dans le journal Le Devoir, la revue Argument, l'autre journal et la revue L'Action nationale, d'où le terme prolifique. Monsieur Vallée, bonjour. Bonjour Étienne Alexis. On est très heureux de vous recevoir, Vincent, à l'émission. Merci énormément. D'ailleurs, je vous remercie au nom de toute l'équipe de la Société nationale de droit collectif Québec et de la radio communautaire CFLX d'avoir accepté au cours d'une journée qui est occupée là, pour vous, là, hein, alors que c'est le lendemain de votre premier lancement de livre, soit celui de l'essai « La différence québécoise » dont on va parler un peu plus tard durant cette émission. Mais permettez-moi d'abord, de spécifier qu'on avait le goût de vous inviter pour souligner la Journée nationale des patriotes qui a eu lieu le lundi 19 mai 2025 et qui, évidemment, pour la Société nationale, est un événement commémoratif des plus importants, alors qu'il souligne une période charnière de notre histoire et qui est beaucoup moins, entre guillemets, perdante que l'histoire veut bien nous l'enseigner, voire même que la réalité des défaites militaires peut nous faire penser. Vous venez tout juste de publier votre premier essai, Vincent Vallée, La différence québécoise, avec pour éditeur l'Institut de recherche sur le Québec. J'en ai glissé un très court mot sur ce qu'est l'Institut de recherche sur le Québec, mais à titre de vice-président, est-ce que vous accepteriez de détailler un peu davantage, de nous présenter finalement cet organisme, hélas, trop peu connu? Oui, en fait, je peux peut-être commencer par parler de comment je l'ai connu, l'Institut de recherche sur le Québec. En fait, moi, le projet de la différence québécoise j'avais commencé bien avant de connaître l'IRQ. Ça faisait plusieurs années que je travaillais là-dessus et qu'on accumulait des données qui faisaient la différence entre le Québec puis le Canada. Et je voulais faire une recherche sur ces données-là. Donc, j'ai cogné à plusieurs portes et finalement, c'est le professeur Guillaume Rousseau, qui est directeur de la recherche scientifique à l'Institut de recherche sur le Québec, qui a accepté de prendre la recherche. Finalement, dans le fond, l'IRQ c'est un institut de recherche indépendant, qui n'est pas affilié à une université. C'est vraiment une organisation qui est autonome, qui fait ses propres recherches sur l'identité. Mais en fait, plus précisément, ce que je dirais, c'est sur l'intérêt national du Québec, qui est un peu en 2 volets, donc sur l'identité nationale du Québec et sur la capacité d'autodétermination du Québec, donc sa capacité de décider pour elle-même. Et pour Guillaume Rousseau, le projet de la différence québécoise s'inscrivait dans
l'intérêt national du Québec au sens où c'est une nouvelle manière de définir ou de parler de l'identité du Québec en donnant une perspective qui est différente. L'Institut de recherche sur le Québec, dans le fond, a fait plusieurs recherches, évidemment, dans son histoire, puis il y a généralement un volet qui est programmatique. Donc, l'objectif, c'est de faire des recherches sur, par exemple, le cours d'éthique et culture religieuse, et il a fait des études sur le cours de citoyenneté, CCQ, là, citoyenneté québécoise. Culture et citoyenneté québécoise. Culture, merci. Et ces études-là ont été reprises par le gouvernement et ont beaucoup influencé là, ce cours-là, qui est porté en partie sur l'identité du Québec. Le projet de la différence québécoise, c'est assez inédit pour l'IRQ, je crois, parce que le volet programmatique n'est pas précis. Là. On ne vise pas à déterminer une politique publique, mais c'est plus large. On cherche à voir comment on peut parler, comment on peut penser l'identité du Québec, non pas par ce qu'on dit d'elle, mais par comment elle se manifeste, c'est-à-dire comment est-ce que les Québécois se comportent, comment est-ce que les Québécois agissent. Et le but, c'est pas de dire comment les Québécois devraient agir, c'est vraiment de regarder en fonction des sondages, mais pas juste les sondages, aussi les politiques publiques, qu'est-ce que les choix du gouvernement, les choix des Québécois, comment ils se diffèrent du reste du Canada, puis aussi les résultats de ces politiques-là et des comportements des Québécois. C'est très intéressant. Puis d'ailleurs, pour connaître un peu là, l'IRQ qui est associé au Mouvement national des Québécoises et Québécois là, que j'ai eu le bonheur de présider, c'est à l'IRQ que l'on doit les pavés dans la mare là, qui ont de certains dossiers. Là, vous l'avez souligné, Vincent, là, sur le cours là, d'éthique et de culture religieuse, mais aussi avec le temps, l'IRQ a produit des études sur, par exemple, la convergence culturelle ou encore l'utilisation de la clause non-obstant, le fait de restaurer le français véritablement langues officielles, toutes des études qui ont fini par avoir un impact sur les décideurs et les décideuses du Québec. Des fois, ça prend longtemps. Hein? Éthique et culture généreuse, c'est au début des années religieuse, c'est au début des années 2010, là, et ce n'est que dans les 2 dernières années, finalement, que les modifications ont été apportées. Un peu la même chose qui est de la convergence culturelle, mais quand même, c'est là qu'on se rend compte de l'importance d'un projet qui veut que la terre, le bœuf est lent, mais la terre est patiente. Des fois, il faut juste comme prendre son mal en patience pour obtenir de véritables résultats. Une dernière question, Vincent, avant d'aller à la deuxième pause musicale. Et c'est un peu la deuxième question là, du type, là, on dresse la table là, avant de rentrer dans le cœur là, de l'entrevue. Lors du lancement hier qui a eu lieu dans les locaux de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, le lancement de la différence québécoise, évidemment, vous avez tracé, peut-être dans la foulée de la Journée nationale des Patriotes, mais malgré tout, un lien entre la lutte de ces hommes et de ces femmes pour la liberté et la démocratie, de même que, dans le fond, la naissance de votre essai. Alors, je me demandais, est-ce que vous accepteriez de détailler un peu, de développer davantage cette inspiration qui vous est venue directement de notre histoire remontant au 19e siècle là, afin de produire cet ouvrage? Bien, avec grand plaisir. Les Patriotes, c'est vraiment une histoire que j'ai découvert récemment, en fait, parce que on en parle souvent assez mal des Patriotes. C'est assez flou. Tu sais, on sait qu'il y a eu des batailles, on sait qu'il y a eu des conflits, mais on réalise pas à quel point c'est un mouvement qui était large puis qui ratissait large, en fait. Peut-être, là, brièvement, là, les Patriotes, en gros, ça a été des gens qui se sont battus pour des droits politiques au départ. À l'Assemblée des Patriotes, des droits politiques, dans le fond, pour la démocratie essentiellement, puis ils ont présenté un véritable programme politique qui a été refusé par la couronne britannique. Et par ailleurs, il faut le mentionner, dans le Canada anglais, qui était le Haut-Canada à l'époque, il y avait aussi des revendications un peu semblables. Et c'est pour ça qu'il y avait eu des formes d'alliance à un moment donné. Mais quand la couronne a refusé, évidemment, ces revendications-là, mais c'est vraiment au Québec, à l'époque le Bas-Canada, que ça s'est cristallisé. Et il y a vraiment eu, les demandes politiques se sont associées à des demandes nationales. Donc, il y a vraiment eu quelque chose de particulier qui s'est passé au Québec. Puis je vous dirais que c'est possiblement le cœur de la différence québécoise dans notre histoire. Et on connaît la suite. En fait, peut-être rapidement, un autre rappel, ils ont dissous l'Assemblée nationale, mais l'équivalent de l'Assemblée des Patriotes à l'époque, et
Ensuite de ça, les patriotes se sont organisés autrement pour gérer la société. Ils ont été dans les villages, rencontrer les gens, faire des assemblées populaires. Il y a eu jusqu'à 6 000 personnes dans ces assemblées-là à une époque où il y avait 500 000 habitants, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'était vraiment un exploit et c'est probablement le moment le plus démocratique de l'histoire du Québec. Et ça, ces différences-là se poursuivent dans le temps. D'abord, le Québec, c'est de loin l'endroit au Canada où on s'est le plus opposé aux conflits impériaux, que ce soit de l'Empire britannique, des États-Unis ou du Canada. Il y a eu la guerre des Boers en mars 1900, là, où les anglophones étaient tellement fâchés contre les Québécois qui ont saccagé nos institutions parce que nous, on ne voulait pas aider l'Empire britannique dans leur guerre en Afrique du Sud. Et là, vous parlez de l'incendie du Parlement à Montréal là, par des émeutiers anglophones. C'est un autre événement. C'est un autre. Hey, mon Dieu, ils l'ont brûlé combien de fois, notre Parlement, tabarouette? C'était dans les années 1800, 1854 peut-être, mais il faudrait vérifier l'année exacte. Mais le saccage des institutions, c'est quelque chose qu'on a oublié dans notre histoire. C'est en mars 1900, et c'était vraiment parce que les Canadiens français, les Québécois se sont opposés à l'impérialisme britannique. Ils se sont vengés sur nous. C'était l'Université McGill, les étudiants de l'Université McGill qui avaient organisé ce saccage. Mars 1900. Ensuite, il y avait la Première Guerre mondiale où, au départ, il y avait de l'impérialisme britannique. Les Canadiens français, les Québécois s'opposaient à ça. Deuxième Guerre mondiale, la même chose. Ensuite, on vient plus récemment, la guerre en Irak. On a eu les plus grandes manifestations au Canada. C'était chez nous, si je ne me trompe pas, c'est en 2003. Ensuite de ça, la plus grande opposition à la guerre en Afghanistan. Les Québécois, c'est ceux qui ont moins pris position aussi dans le conflit israélo-palestinien. On ne voulait pas prendre un bord ou un autre. C'est l'endroit où est-ce qu'on a le plus de nuances sur ces questions-là. Donc, les Québécois s'opposent pas juste à la guerre. Les Québécois s'opposent à l'impérialisme. Et ça a commencé à l'époque des Patriotes. Donc, première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, je vais terminer là-dessus sur les impérialistes. Aujourd'hui, on a les États-Unis qui nous menacent. Mais c'est où l'endroit au Canada où est-ce qu'on le boycotte le plus, les produits américains? Mais c'est au Québec. C'est encore plus fort pour le boycott d'Amazon. La différence québécoise, elle est beaucoup plus forte sur le boycott d'Amazon. On le sait qu'Amazon, en plus, a fermé des industries au Québec parce qu'on avait tenté de se syndiquer. Puis la syndicalisation, devinez quoi? C'est une autre différence québécoise. On se syndique beaucoup plus au Québec. Amazon s'attaque à une différence québécoise. Le Québec réagit contre cette forme-là d'impérialisme économique. Très intéressant, Vincent. Et en fait, c'est toute une mise en bouche pour ce début d'entrevue. Si vous le voulez bien, on va aller à la deuxième pause musicale et tout de suite après, on revient avec vous, Vincent Vallée, consultant en politique publique, auteur de l'essai La différence québécoise, parce que là, j'ai le goût qu'on se mette à parler de votre livre en tant que tel. Là, je sens la fébrilité chez vous pour en parler. Alors, on va juste faire une dernière pause musicale. Et on met la table est mise avec Vincent Vallée pour parler de la différence québécoise. On ira en chanson avec une autre chanson associée à l'identité québécoise que j'aime beaucoup, du groupe des Locaux Locaces tiré de l'album Le Québec est mort, vive le Québec et je parle des géants. Ici le jeu se démultiplie au nous, je ne nous vois plus à genoux, mais debout, caribou, déballant les ballons, arpentant la plaine, nos sabots s'imprimant dans le lichen. Dorénavant, droit dressé dans de dragons, assurant l'horizon, nos panaches s'entrechoquent en une mâle émulation, et bravant les hurlements de la meute, nos bramements nomment le monde. Nous sommes issus d'un sol immense qui nous a tissé métissés. Rebut de brins de laine tressés, très serrés, sans couture au sein d'une ceinture fléchée. Comme quelques queues clinquantes de comètes effilochées. Et si l'on suit le fil de notre textile, mène à la sortie du labyrinthe de pas qui nous éreintent depuis qu'ils ont mis nos torts dedans. Ils ont conquis nos territoires, pillé notre histoire et volé notre mémoire. Avec leurs thèses de fous, ils nous ont dit: taisez-vous, vous êtes comme baisés sans sa ficelle. Perdu, déboussolé, vous n'êtes pas vous êtes nous, vous êtes dissous, vous ne valez pas 10 sous. Notre substrat vous subsume et la comparaison vous consume. Faux, nous venons d'avant, nous sommes antérieurs. Nous sommes des créateurs, pas des créatures, pas des caricatures. Notre maison n'a pas de cloison, mais 4 saisons, acclimatées au climat et faisant fi du primat, nous avons parcouru par ces artères tout un continent titan. Notre espèce aspire à l'espace
passe et son empreinte est partout. Tapis dans la toponymie, gravé dans le granit, arc-bouté dans les arches de nos dingues, tic-tic de la muraille de Chine, dans les champs essouchés sous la lune et les racines d'un être qui ne peut plus plier. C'est une histoire riche qui n'est sur aucune affiche et qu'on a laissé en friche. Dans nos caboches, ce n'est que rocher fardoche, cosmogonie à l'agonie, dans le tombe fantôme d'une mémoire moisie. Sur nos épaules, on porte pourtant le pack-sac d'un passé épatant. Mais allons-nous mourir en main quand nous sommes des géants? Allons-nous mourir en main quand nous sommes des géants? Sitôt venus au nouveau monde, on a dompté les hivers et fabriqué de la terre. On avait la tête à la fête et le cœur au labeur. Opiniâtre, on n'a jamais laissé mourir le feu dans l'autre, car nous avons la tête à Papineau, la longue langue loquace d'Acosta, le cœur corsaire de d'Iberville, qui envoie en nos veines le pur sang mêlé, mêlé de Riel et des Premières Nations. Nous avons l'aviron de Radisson, la vigueur de la Vérandrie, les jarrets de Joliette et tous les talents de l'intendant Talon. Ensemble, nous sommes des surhommes uniques générés par le génie génétique de l'Europe et de l'Amérique. Inéluctablement, nous voguons vers le néant. Mais allons-nous mourir en main quand nous sommes des géants? On back, il faut qu'enfin notre épopée éclate, c'est sans équivoque. Cette histoire est pleine et craque, logo loquace la provoque. Le son vert pépique, les os sont crevés, tombe en trombe et forme une plaque. Que dis-je, une flaque, c'est comme un lac à nos pieds. Le col se dilate, le sol s'écarquille pour laisser monter encore en forme d'ogive. C'est le chaos qui passe dans les chalets d'aiguille. C'est un cri qu'on pousse, un cœur qui pulse, celui d'un peuple qu'on accueille ou qui frappe un écueil dans l'œil du cyclone. Chaque seconde avocate nous rapproche d'un miracle. C'est un spectacle sans entrée, égard à l'arrêt cardiaque. Entre la mort et la vie, l'arrivée d'un homme comme l'an d'un référendum. Un peuple aussi, entre le rien et tout ce qui brille, tout ce qui brille. Je pose des mots au flot hémorragique, on m'arraché par tous les pores de mon cœur spongieux. Sur ce long jeu, conjure ma mortelle nature et nous disons que la parole est une sage femme qui tire des lèvres un monde à naître. Fort de cette maïeutique au forceps, le poète maman fait celui dont il faut poindre la tête. Québec! Alors, est-ce que nous mourrons en nains alors que nous sommes nés géants? Je vous dirais que c'est une question dont la réponse appartient à chacune et chacun d'entre vous. Pour ma part, c'est une évidence. J'ai toujours préféré la réponse positive, notamment lors des référendums, mais à cette question, la réponse sera non. Nous ne mourrons pas en nains alors que nous sommes nés géants. Vincent Vallée, consultant en politique publique et auteur de l'essai La différence québécoise, vous avez dit en début d'entrevue que vous avez commencé, en fait, vous avez planché sur ce projet-là durant des années. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que l'idée de livre était pas là dès le départ, là, c'est apparu par la suite. Pourquoi avez-vous décidé de pousser votre démarche scientifique et philosophique jusqu'à la publication d'un essai? Quels sont les objectifs finalement que vous poursuivez à travers cette démarche et quelle méthode scientifique avez-vous privilégiée? Vous avez quelques minutes avant la pause publicitaire de 12h28 Merci, Alexis. En fait, je peux parler rapidement de la genèse du projet ou de l'origine du projet. C'était l'ancien maire de Gatineau et chroniqueur à la presse, Maxime Pedneau-Jobin, qui accumulait des coupures de journaux qui comparaient le Canada puis le Québec. Finalement, il a fait ça pendant sa jeunesse. Il est venu me voir avec un gros paquet d'informations. Il est venu cogner à ma porte, puis moi, je disais que ce serait vraiment intéressant qu'on mette ça là, dans une banque de données avec des outils là, qui sont disponibles aujourd'hui.
Et, genre un site web, là, tu sais, quelque chose là, de peu connu. Là. Ben, ensuite, l'idée, ça a été de faire, une des deux choses, ça a été le site web, et l'autre chose, c'était le livre. C'est deux initiatives différentes qui s'inscrivent dans le même projet, celui de la différence québécoise. Les deux ont des objectifs semblables mais différents. Le site web, c'est vraiment pour démocratiser toutes ces informations-là qu'on a accumulées au fil des années. Moi, ça fait 4 ans là, que je travaille là-dessus. Et le livre, l'objectif, c'était de les mettre ensemble, les lier, d'y réfléchir une au regard de l'autre. Je vous donne un exemple. En fait, le Québec, c'est l'endroit où il y a le plus de piscines au Canada. Même qu'on a la moitié des piscines au Canada. Puis j'avais une autre information dans la banque de données qui nous disait que le Québec, c'était l'endroit où il y avait le plus de noyades au Canada. Et l'explication qu'on nous donnait, la personne de la Croix-Rouge interviewée, elle disait ben, c'est parce qu'ils sont plus pauvres au Québec, donc ils se noient plus. OK. Les piscines n'étaient pas faites. Elle n'avait pas réalisé qu'il y avait plus de piscines au Québec. Donc, elle avait tiré une conclusion qui est, selon moi, un peu farfelue. En tout respect, là, parce que une fois qu'on regarde que la moitié des noyades au Canada sont au Québec, puis la moitié des piscines au Canada sont au Québec, il y a probablement un lien assez fort entre les deux. Puis aussi, le Québec, c'est aussi l'endroit qui consomme le plus d'eau. Ça, c'est une autre information, d'une autre source. Donc, c'est l'Institut de statistique du Québec, là, si je me souviens bien. Puis, dans le fond, on dit « les Québécois gaspillent plus ». Mais en réalité, si on a plus de piscines, on consomme nécessairement plus d'eau, c'est juste logique. Donc, de mettre les données ensemble, ça permet de donner une perspective sur les données, de les réfléchir ensemble. Et un autre exemple que je pourrais donner, c'est sur les familles. Les pères québécois sont ceux qui prennent le plus de congés parentaux, mais c'est pas une petite différence. On est à 93 % au Québec. Dans le reste du Canada, c'est environ le quart, donc 24 % environ. La différence est très grande, c'est profond comme différence. C'est presque 4 fois plus, là, on s'entend, là, de 24 à 93. Là. Dans le reste du Canada, c'est presque marginal. C'est presque unanime. Et pour les mères aussi, les mères sont davantage indépendantes. On le voit dans leur perception d'elles-mêmes. Les femmes au Québec se considèrent davantage comme des femmes que comme des mères et que comme des conjointes. Alors que dans le reste du Canada, c'est l'inverse. Conjointe, mère, femme. Ce qui fait en sorte que la famille québécoise est par sa structure, par son fondement, complètement différent du reste du Canada. La manière d'élever les enfants, les valeurs qui sont transmises, au niveau de cet élément-là qui est au cœur de la société, bien, ça change tout le reste de notre société. Toute la structure, la configuration du Québec, elle est faite à partir de nos familles qui sont différentes. C'est vraiment très intéressant. Et là, vous venez juste de donner une ou deux statistiques là, qui sont plutôt renversantes. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé là, de votre essai jusqu'à présent, c'est que vous n'êtes pas dans les caricatures, vous n'êtes pas dans les préjugés ou encore dans les idées préconçues. Vous ne vous basez uniquement que sur des statistiques. T'sais. Alors, à un moment donné, il y a des gens qui pourraient vous ostiner, là, mais ça serait assez facile pour vous de dire, ben, tu veux me contredire, ben, sors tes chiffres parce que moi, les miens, ils sont assez clairs. Vincent Vallée, auteur de La différence québécoise, on est déjà à plus de la moitié de l'heure. Heureusement qu'on est dans une radio communautaire parce que je me ferais taper sur les doigts si c'était commercial. On a dépassé quelques secondes la pause publicitaire. On en a pour 90 secondes seulement. Alors, je vous invite à tous et toutes d'aller prendre votre verre d'eau puisque cette passionnante entrevue va se poursuivre tout de suite après cette courte pause publicitaire. Il est midi 33 minutes. Des mercredis rock pas pire pantoute à CFLX avec Chris Brown, Gérald Bourgault et Patrice Desmarais. Dès 16h, on débute avec le rock et ses racines, suivi des maniaques progressifs de 18 à 19h et OK Boomers de 19 à 22h. Pour ceux qui se couchent tard et qui veulent plus de rock, on termine le tout avec le monde du rock la nuit. CFLX, la vraie radio rock en Estrie. Pas pire audacieuse. C'est Félix 95.5 FM.
Quand on vous dit qu'on met l'accent sur le contenu, c'est Félix, ben c'est ça. Hein? Je sais même pas s'il y a eu 60 secondes de pause publicitaire qui sonnait évidemment la moitié de cette heure que l'on passe en très charmante compagnie, sous en celle de Vincent Vallée, consultant en politique publique et auteur de l'essai La différence québécoise, en plus d'être une personne qui intervient fréquemment dans divers médiums tels que le journal Le Devoir, l'autre journal, l'Action nationale ou encore la revue Argument. Un jeune auteur prolifique qui voit même fait son stage à Droit collectif Québec dans le cadre du DPAE, soit le diplôme de politique appliquée de l'État. Vincent Vallée, depuis quelques années, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que les Québécoises et les Québécois ont élevé leur capacité à s'auto-dénigrer, à l'autodénigrement au rang de véritable sport national et dont le potentiel pourra éventuellement menacer la domination du hockey et du sacro-saint canadien. Nous n'avons plus besoin de personne pour verser dans le Québec bashing. Nous le faisons désormais mieux que quiconque sur cette terre. Or, mon instinct et surtout mon amour pour le Québec me dit que ce discours négatif autour de notre nation est suranné, exagéré, caricatural et surtout qui ne décrit tout simplement pas le portrait de notre nation. De manière globale et sans rentrer dans le détail et sans rentrer tout de suite dans la comparaison avec le Canada, qu'est-ce qui ressort du portrait que vous avez dressé du Québec, dans cet essai, grâce aux milliers, littéralement, de statistiques que vous avez fini par accumuler et par mettre ensemble afin qu'elles se parlent l'une avec l'autre? Ben, d'abord, le Québec, c'est l'endroit où les gens rapportent être le plus heureux au Canada. Ils ont une plus grande espérance de vie. Ils ont aussi plus de confiance envers les personnes immigrantes, notamment à Montréal. Il y a moins de criminalité. Montréal aussi, c'est la grande ville où les femmes se sentent le plus en sécurité au monde. Fait que ça, c'est quelques éléments statistiques qu'on pourrait considérer positifs. Le but du travail, c'est pas de dire que le Québec est meilleur qu'un autre. En fait, le but, c'est juste de décrire qu'est-ce qu'on est. Parce que, comme vous l'avez dit, Tiana Alexis, je suis complètement d'accord, il y a un discours d'autodénigrement parce que on a l'impression, quand on écoute les médias, qu'on est médiocre, qu'on n'est pas si bon que ça, qu'on est renfermé sur nous-mêmes. Qu'on est raciste! Alors que il y a du racisme systémique qui nous affligerait je dis particulièrement là, lorsque comparé à d'autres nations. Or, moi, je suis curieux. Là, je voudrais que vous la donniez, cette statistique-là, par rapport à l'immigration et l'ouverture envers l'autre. Alors que souvent, évidemment, les Québécoises et les Québécois, de par leur statut de peuple minoritaire auquel est associée une culture qui est évidemment fragile, on a des craintes quant à la perpétuation de cette culture qui est unique à travers le monde. Par contre, ce que vous nous dites, c'est que contrairement à ce qu'on peut croire, à ce que souvent les médias ou nos adversaires politiques proclament, le Québec est très ouvert à l'autre, à la différence. Ben, en fait, le Québec considère moins que les minorités visibles sont inférieures aux Blancs, par exemple. Donc, ce qui est l'indicateur du racisme. La plupart des données par rapport aux minorités visibles, c'est l'indicateur de Statistique Canada des minorités visibles, et par rapport à l'immigration, sont relativement positifs. Là. Il y a un chapitre là-dessus dans le livre. Par contre, là où il y a peut-être plus de méfiance ou de réticence, c'est par rapport à la religion. Les Québécois ont un rapport différent par rapport à la religion. Ils sont, ils sont moins croyants au Québec, ils sont moins pratiquants. Mais ils ont plus de méfiance par rapport à lorsque la religion se mélange avec la politique. Puis aussi, les Québécois considèrent que c'est moins important que la religion fasse partie intégrante de leur vie. Puis souvent, on a tendance à mélanger les deux. On associe là, le réflexe par rapport à la religion, le réflexe par rapport à la couleur de peau, qui, en tout cas, dans les statistiques, n'a aucun lien selon mes analyses. Fait que, donc, ça, c'est un exemple. Puis,
un des objectifs de l'ouvrage, qui n'était pas nécessairement un objectif au départ, mais qui en est devenu un, c'est de dire, on dit toutes sortes de choses sur le Québec que lorsqu'on regarde la réalité, ça n'a pas vraiment de fondement. Mais l'objectif, c'est juste de regarder ce qu'on est, c'est de regarder le Québec, d'apprécier le Québec pour ce qui est dans sa différence, pas pour ce qu'il devrait être, mais pour ce qu'il est en réalité. Puis, ce qu'on réalise, ou ce que je réalise, c'est qu'en fait, on compare beaucoup le Québec à l'Ontario, par exemple, sans vraiment s'en rendre compte. On dit, le Québec est comme ci, l'Ontario est donc bien meilleur, ils font plus. Alors que le Québec a juste des décisions qui sont différentes. Par rapport à l'intégration, c'est fondamental. Un peu plus tôt, vous avez parlé de la convergence culturelle, mais ça se voit, par exemple, dans la ville de Montréal, où les quartiers ont beaucoup plus de mixité sociale qu'à Toronto ou qu'à Vancouver. C'est pas positif ou négatif, c'est une tendance naturelle, ou une tendance des Québécois qui est différente de celle du reste du Canada. C'est des choix de société qu'on fait qui sont différents. Puis ensuite, là, on voit dans les médias qu'on dit que les Québécois sont assimilateurs parce qu'ils ont une plus grande mixité sociale. C'est sorti dans Le Devoir, c'est des anciens Québécois. Hey, vraiment, on veut pas dire quelque chose de positif par rapport au Québec. Hein? Je veux dire, au lieu de voir une tendance à une plus grande mixité sociale comme le fait de voir quelque chose de positif, d'ouvert à l'autre, etc. Non, on le voit comme, on a une volonté d'assimiler ces gens-là. C'est quand même fou, là. Exactement. Puis plutôt que de le voir comme une différence culturelle, une différence anthropologique, on le voit comme quelque chose d'infériorisant. On voit, mais en fait, c'est qu'on est à une époque où on moralise beaucoup. On dit toujours telle chose c'est bien, telle chose qui est mal. Puis ce livre-là, le but, c'est de prendre une pause. C'est juste de regarder ce qu'on est. Puis je vous le dis, en tant que Québécois, quand on lit ça, quand on regarde les données, on se dit, mais c'est vrai qu'on est de même au Québec. Et on devrait en être fiers. Que c'est bien correct, puis qu'on peut en être fier, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, la différence, c'est aussi l'existence. Parce qu'on est dans un monde qui essaie de s'uniformiser. On veut que toutes les cultures soient pareilles, qu'il n'y ait pas de différence. Puis après, on dit que c'est au nom de la diversité qu'on veut effacer la différence. Alors que ce livre-là s'inscrit dans une différence nationale, une différence culturelle pour la préservation de la diversité des cultures dans le monde. Vincent Vallée, auteur passionné, si vous le voulez bien, on va aller à une autre pause musicale. Cette fois, évidemment, en l'honneur des patriotes et aussi en l'honneur des patriotes particulièrement qui ont été exilés en Australie. 58 patriotes, dont la plupart sont revenus. Seulement 2 sont morts en Australie. Un autre est revenu est resté là-bas pour des raisons qui lui appartiennent et qui étaient évidemment excellentes. La très grande majorité ont fini par revenir quelques années plus tard. Et j'ai nommé la chanson tirée de l'album Légende d'un peuple, tome 2. Évidemment, je parle de l'auteur-compositeur Alexandre Belliard et de la magnifique chanson Un Canadien errant. Un Canadien errant, banni de ses foyers, un Canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers, parcourait en pleurant des pays étrangers. Un jour triste et pensif, assis au bord des flots, au courant fugitif, il adressa ces mots. Si tu vois mon pays malheureux, va-t-y à mes amis que je me souviens d'eux. Au jour si plein d'appât, vous êtes disparus
et ma patrie, hélas, je ne la verrai plus. Non, mais en expirant, oh mon cher Canada, mon regard languissant vers toi se portera. Un Canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers, parcourait en pleurant des pays étrangers. Pour celles et ceux qui n'étaient pas à la représentation du film documentaire produit par D.K. Richard, qui est un Australien, en fait, c'est un Québéco-Australien ou Australo-Québécois. La mère est d'origine québécoise et le père est australien. C'est vraiment incroyable, cette histoire des exilés patriotes en Australie. Juste pour vous donner une anecdote, dans le très long voyage que menaient les patriotes du Québec vers l'Australie, ils étaient transportés par un navire, le HMS Buffalo, et ce navire, évidemment, était un navire plutôt inconfortable, on s'entend, où les quartiers très très exigus, où on pouvait facilement tomber malade et dans lequel les Québécois, les patriotes, ont vécu un véritable enfer durant les 6 mois qu'ont duré la traversée. Et dans un journal de bord, je ne me souviens plus lequel des patriotes, je pense que c'est le prieur, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Il y en a un qui a fait le vœu de se tailler une croix dans le bois du navire, un peu en guise de vengeance. Il dit, moi, j'aimerais un jour pouvoir me tailler une croix dans le bois du HMS Transport, du HMS Buffalo. Imaginez-vous donc qu'après avoir déposé les patriotes dans la baie de la nouvelle c'est la nouvelle province de Galles. Le dit bateau est allé en Nouvelle-Zélande pour faire du ravitaillement et il s'est échoué à 100 mètres de la rive. Avec le temps, des morceaux de bois ont été récupérés et effectivement dans lesquels nous avons taillé 3 croix de bois en l'honneur du vœu de ces patriotes. Je vous le dis, là, juste à en parler, j'ai des frissons. C'est vraiment une histoire incroyable qui est méconnue, qui gagne à être connue et pour laquelle j'invite la population à s'intéresser de par les livres, mais aussi grâce à un film documentaire tel que La baie des exilés. Maintenant, Vincent Vallée, auteur de l'essai La différence québécoise, pourquoi, selon vous, est-ce pertinent? En ce jour, vous l'avez dit, hein, on vit à une époque où on veut tout uniformiser paradoxalement au nom de la diversité. Hein, c'est complètement fou. Par exemple, on dit qu'à vouloir maintenir le français au Québec, c'est d'être fermé à l'autre, alors que finalement, on nous demande de quoi parler anglais, soit la langue de l'Empire. Là, je vois pas en quoi on contribue à la diversité en laissant aller une voix, une langue minoritaire pour la langue majoritaire. C'est quoi la pertinence de démontrer, statistiques à l'appui, une différence par rapport au reste du Canada, peut-être même dans la foulée de cette espèce d'union, de sentiment patriotique canadien face à la menace états-unienne, là? C'est quoi le but, finalement, de présenter la différence? Ben, d'abord, de savoir ce qu'on est, puis de parler correctement de ce qu'on est. Puis, vous savez, moi, j'ai pas la prétention de savoir tout sur le Québec. Évidemment, c'est une partie du Québec dont je parle. Et ça va toujours être en évolution, comme le Québec lui-même, par ailleurs. Et moi, ce que je présente, c'est les données auxquelles on a accès, ou auxquelles j'ai eu accès sur le Québec par rapport au Canada. Et je pense que la première chose, c'est de savoir comment on est. T'sais. Le fait de savoir, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que les femmes sont plus en sécurité à Montréal que dans les autres grandes villes dans le monde, je trouve que ça parle
de ce qu'on est, d'une façon de se concevoir aussi, en fait, de la sécurité en général, mais aussi de l'égalité entre les hommes et les femmes qui nous habitent au Québec. Et des fois, on a l'impression que, justement, là, on est dans une culture du viol, puis des choses comme celle-là, puis ça permet peut-être de remettre en perspective lorsqu'on compare. C'est comme, finalement, peut-être que ça relativise un peu, peut-être. On n'est pas parfait, mais on n'est pas si pire. Ben, c'est quand on se compare, on se console, là, comme on pourrait dire, pour certaines données. Il y en a peut-être d'autres qu'on va dire, moi, je suis moins d'accord avec ça, puis c'est bien correct aussi. Mais l'idée, c'est tout simplement de savoir ce qu'on est, puis de partir sur des bases qui sont des faits, en fait, parce que on s'imagine toutes sortes de choses, on raconte toutes sortes de choses, puis tout est ultra polarisé. Aujourd'hui, on est dans les extrêmes, puis on a l'impression qu'on est dans des horreurs, alors que, tu sais, par exemple, si je donne une statistique pour les Autochtones, mais le Québec, c'est de loin l'endroit au Canada où les langues autochtones sont les mieux préservées. 80% des personnes autochtones qui ont un lien avec leur communauté parlent ou ont une connaissance de leur langue, alors que la deuxième, là, c'est de mémoire, je pense que c'est 34% des Autochtones qui parlent leur langue. Je ne sais plus quelle province, peut-être la Colombie-Britannique. Mais on est dans un écart qui est énorme. Là. Au Québec, on nous accuse de faire de l'assimilation au Québec, mais c'est là que les Autochtones connaissent le mieux leur langue. L'idée, c'est pas de dire que c'est parfait, c'est pas de dire que tous les Autochtones sont... Mais il y a une différence fondamentale à ce niveau-là quand même. Là. C'est quand même incroyable. Vous avez déjà donné quelques statistiques, puis là, l'émission tire à sa fin. Là, j'ai 2 questions pour vous, Vincent Vallée, avant de vous laisser aller, là, puis on a donc seulement quelques minutes. Vous avez parlé de souligner quelques statistiques, là. Par exemple, oui, l'épicide, là, qui peut être sympathique, qui peut être drôle, là, finalement. Mais bon, vous avez parlé des femmes, de la définition qu'ont les femmes d'elles-mêmes, hein, qui est complètement opposée entre le Québec et le Canada. Vous avez parlé du fait que Montréal est une des villes où les gens se sentent le plus en sécurité à travers le monde, une des grandes villes, bien évidemment. Est-ce qu'il y aurait une autre statistique auquel vous n'avez pas référé jusqu'à date dans l'émission et qui, pour vous, là, est vraiment importante, là, qui serait intéressante que les gens retiennent? Oui. En fait, c'est encore une fois une donnée liée. Lorsqu'on les lie ensemble, c'est intéressant. J'ai parlé des Autochtones. Le Québec, lorsqu'on regarde au niveau des pensionnats, le Québec est responsable de 1,8% de l'ensemble des décès du Canada pour les Autochtones dans les pensionnats, alors qu'on est aujourd'hui 22% de la population environ. Et c'est la deuxième donnée qui est intéressante. C'est lorsqu'on demande aux Québécois, aux Canadiens au complet, à quel point vous sentez coupable de ce que les pensionnats ont fait aux Autochtones, les Québécois se sentent plus coupables que les autres Canadiens par rapport aux sévices qui ont été faits aux Autochtones dans les pensionnats. Évidemment, chaque vie autochtone perdue était de trop, mais on comprend que c'est au Québec qu'il y a eu le moins de scandales à ce niveau, alors que c'est nous qui nous sentons le plus honteux par rapport à cet épisode. C'est quand même quelque chose. Exactement. D'accord. Juste pour terminer cette passionnante entrevue, Vincent Vallée, auteur du livre La différence québécoise, votre essai qui se lit très bien en quelques heures. Hein, j'invite l'ensemble des citoyens, des citoyennes à notre écoute là, de s'intéresser à ce petit livre. Là, je vous le dis, là, avec un bon verre de vin, là, ça va très vite. C'est très intéressant. D'ailleurs, votre écriture, elle rend très, facile la lecture de statistiques qui, juste présentées comme ça, pourraient être un peu aride. Donc, je reprends votre essai compte 77 pages et 212 notes infrapaginales, d'où le sérieux de votre démarche. Mais évidemment, vous ne pouviez pas dresser un portrait entièrement exhaustif des caractéristiques qui sont particulières et uniques à la nation québécoise, basées sur des statistiques réelles. Juste comme ça, là, est-ce que vous commencez déjà à penser à un tome 2 d'un essai qui connaîtra assurément un important succès? Oui, puis juste un petit truc, je veux juste dire aux auditeurs qu'ils peuvent se procurer le livre sur le site de irq.québec et pour consulter les données, peuvent accéder au site via ladifférence.québec.
Puis oui, effectivement, j'ai pas pu couvrir l'ensemble des données comme j'aurais voulu dans l'ouvrage. Il y a beaucoup d'informations sur le climat, l'environnement, les attitudes envers la politique, la démocratie. Il y a beaucoup de différences par rapport à la publicité aussi. Donc, c'est tous des volets qui méritent tout autant d'être explorés parce qu'il y a des différences très intéressantes là-dedans. Donc oui, c'est sûr que j'aimerais ça faire un deuxième essai. Et si je réussis à avoir du financement pour ça, ben ça va me faire grand plaisir de poursuivre ce travail-là qui, je crois, est très porteur. Puis avec l'intérêt qu'on y voit, moi, je pense que ça répond à un vrai besoin au Québec. D'autant plus, ne serait-ce que pour pouvoir remettre... comment dire, les points sur les i, là. Moi, ça me dérange pas qu'on débatte du Québec, puis oui, de nos qualités, mais aussi de nos défauts, mais à tout le moins qu'on le fasse sur des bases réelles, qu'on le fasse sur un portrait factuel de la situation, au lieu de débattre sur des bases qui sont... comment dire, instinctive, basée sur des préjugés, comme vous l'avez dit, par exemple, à l'effet que les Québécois, par exemple, seraient plus fermés à l'autre. On entend beaucoup ça, hein? On a peur de l'immigration, alors que finalement, vous, ce que vous faites, c'est que vous démontrez que non, les Québécoises et les Québécois sont ouverts à l'autre, seulement préoccupés par la sauvegarde d'une culture ultra minoritaire en Amérique du Nord. Et sachez, Monsieur Vallée, que si vous êtes intéressé à y travailler, Droit collectif Québec, de même que les partenaires, là, ces partenaires que sont l'IRQ, l'Institut de recherche sur le Québec, et la Fondation Maurice Séguin, je suis convaincu qu'ils seront à nouveau derrière vous pour que un tome 2 de l'essai de la différence québécoise survienne, peut-être avant plusieurs années. Qu'est-ce que vous en dites? Ça me ferait grand plaisir. Puis, tu sais, l'idée de tout ce travail-là, c'est pas de dire encore une fois qu'on est meilleur, qu'on est pire que les autres. C'est juste de dire qu'on est différent. Comment est-ce qu'on est différent? Je parle d'un modèle de liberté, d'égalité et de coopération. Puis l'idée, c'est juste de dire que c'est bien correct d'être différent. Puis même que on a des fêtes comme la Saint-Jean-Baptiste qui permettent de fêter cette différence-là. Et qui s'en vient dans quelques semaines d'ailleurs. Alors, chers auditeurs et auditrices, vous étiez à l'écoute de l'émission de chansons et de réflexions en ce mercredi 21 mai 2025, au cours de laquelle on a eu le bonheur de souligner, de commémorer la Journée nationale des patriotes en compagnie d'un jeune auteur qui gagne à être connu, un individu que j'apprécie au fur et à mesure que j'apprécie davantage au fur et à mesure des heures que je passe en sa compagnie. Vincent Vallée, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci, Étienne, c'est un plaisir. Ben, le plaisir était pour moi. Juste avant de vous laisser, simplement vous rappeler que la prochaine émission de chansons et de réflexions aura lieu le mercredi 5 juin, en tout cas mercredi dans 2 semaines, et nous soulignerons la journée mondiale de l'activité physique qui a lieu le 5 juin. D'ici là, prenez soin de vous. Intéressez-vous non seulement à vos patriotes qui ont fait du Québec une société progressiste et moderne malgré les défaites militaires, et à la différence québécoise, un essai qui démontre noir sur blanc et sans concession, qui trace finalement un portrait du Québec qui n'est pas basé sur des a priori, des préjugés, mais bien sur des statistiques. Et puis, je suis convaincu que vous passerez 2 très belles semaines d'ici notre prochaine émission. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite une magnifique fin de journée.